de questions. Merci Monsieur le Président. Chers membres du jury, chers collègues, chers amis, chères familles, bienvenue et merci d'assister à cette soutenance de thèse en STIC informatique portant sur l'apport de l'imagerie optique time-lapse stéréoscopique pour la quantification à haute résolution spatio-temporelle des dynamiques de versants en montagne. Alors, comme mentionné dans le titre de ce sujet, on va s'intéresser au suivi de mouvements de versants en montagne. Et par mouvement de versants en montagne, on entend essentiellement des glissements de terrain, des glaciers et des glaciers rocheux, avec une attention particulière sur ces deux derniers objets, puisque ce sont les sites d'études de la thèse. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les glaciers rocheux, vous en avez un en bas à droite. Donc d'apparence, c'est un vaste éboulis, mais en profondeur, on a un mélange de roches et de glace qui fait que le glacier va avoir tendance à avancer au cours du temps. Alors, pourquoi il est intéressant de suivre ces objets? Alors tout d'abord, dans le cas des glaciers rocheux sont de formidables indicateurs du réchauffement climatique actuel, avec par exemple, depuis la fin du petit âge glaciaire, on note une perte de superficie dans les Alpes françaises des glaciers de plus de 50%. Ce qui est très bien illustré par ces photographies aériennes du glacier d'Argentière prises à un siècle d'écart. Il y a aussi des problématiques de gestion de la ressource en eau, avec là aussi l'exemple du glacier d'Argentière, dont les eaux sous-glaciaires sont captées pour être ensuite turbinées et produire de l'énergie hydroélectrique. On a aussi la problématique de gestion du risque. Alors, vous en avez peut-être entendu parler cet été, une partie du glacier de Tourtemagne en Suisse s'est effondrée. Donc, vous avez une vidéo de cet événement qui vous est présenté ici. Alors, si dans le cas de ce glacier, il n'y a pas d'impact direct pour des populations, des infrastructures situées en aval, ce n'est pas le cas du glacier de Plan-Pincieux situé dans le massif du Mont Blanc sur le versant italien, dont on a aussi beaucoup entendu parler cet été, et dont le dispositif de suivi installé sur place a permis d'évacuer préventivement des populations suite à un risque marqué d'effondrement d'une partie du glacier. Cette problématique de gestion du risque est aussi présente dans le cas des glaciers rocheux, avec ici l'exemple de l'alerte torrentielle qu'il y a eu en 2015 sur la commune de Lens-le-Villard, qui, comme vous pouvez le constater, a provoqué d'importants dégâts matériels. Et cette alerte torrentielle, elle est issue d'un glacier rocheux déstabilisé, situé en amont. Alors si dans les Alpes françaises, on comptabilise près de 800 glaciers rocheux, tous ne présentent pas ce genre d'enjeu, mais il est quand même utile de disposer d'outils pour les suivre et anticiper ce genre d'événement. Dans le cas des glissements de terrain, on a aussi cette problématique de gestion du risque, avec ici l'exemple du glissement de terrain du Pape l'Ours dans le Queyras, qui en 2018 a complètement emporté la route départementale située en aval. Alors finalement, on voit qu'il y a un petit peu deux grands intérêts au suivi de ces mouvements de versants. Le premier, l'amélioration de la connaissance pour mieux comprendre les phénomènes physiques qui ont lieu. Et d'un autre côté, la gestion opérationnelle pour répondre à des enjeux spécifiques. Donc, il existe déjà un certain nombre de méthodes de suivi de ces mouvements. On peut essayer de classifier selon leur échantillonnage spatial et temporel. On peut par exemple citer l'utilisation de GPS permanents installés directement à la surface des sites d'études, où là l'échantillonnage temporel va être très bon puisqu'il s'agit d'une mesure en continu du déplacement. Mais par contre, un échantillonnage spatial qui va se limiter au nombre de GPS installés. On peut aussi noter comme limitation le fait que c'est une mesure intrusive qu'il faut installer sur la surface du site d'étude, ce qui peut être compliqué.
À l'inverse, l'utilisation de campagnes LIDAR ou photogrammétriques visant à relever la topographie de la surface étudiée périodiquement. Donc là, on a un excellent échantillonnage spatial puisqu'on est capable de reconstruire en 3 dimensions la surface avec des pointes de quelques centimètres. Mais par contre, un échantillonnage temporel qui va dépendre de la fréquence à laquelle ces relevés sont effectués. On peut aussi noter que dans le cadre de l'utilisation de LIDAR, c'est un matériel lourd et onéreux, et puis d'une manière générale, un protocole terrain potentiellement complexe à mettre en œuvre. Donc ça, ce sont des méthodes qui ont été utilisées par exemple pour réaliser le suivi spatialisé interannuel du glacier rocheux du Loricha, ou des modèles numériques de terrain, donc là situés à gauche, acquis par LIDAR ou photogrammétrie, ont été corrélés entre eux pour produire des cartes de déplacement là, qui sont sur la droite. Les campagnes GPS qui visent à lever des points à la surface des sites d'études, des points remarquables identifiés. Donc là, l'échantillonnage spatial et temporel qui va dépendre du nombre de points suivis et là aussi de la fréquence à laquelle sont effectués les relevés. Donc là aussi, c'est une méthode qui est utilisée sur le glacier rocheux du Loricha pour réaliser son suivi interannuel depuis les années 80, donc des blocs identifiés à la surface du glacier rocheux sont mesurés chaque année pour finalement voir comment le glacier répond à des forçages climatiques. Enfin, la télédétection spatiale, là, l'échantillonnage à la fois spatial et temporel va dépendre des satellites avec lesquels on travaille, avec une tendance à l'augmentation de la résolution spatiale et des fréquences de revisite, mais parfois au prix de données, d'accès aux données qui peuvent être payantes. Mais par contre, avec le gros avantage d'avoir une couverture mondiale et de disposer d'archives. Donc ces archives, par exemple d'images Landsat qui ont été utilisées pour montrer le ralentissement des glaciers dans les hautes montagnes d'Asie, avec ici un exemple des déplacements interannuels du glacier du Baltoro au Pakistan. Donc finalement, c'est ce qui a motivé les travaux de cette thèse, c'est de développer un outil qui à la fois propose un bon échantillonnage spatial des déplacements et de la surface étudiée, et un bon échantillonnage temporel. Donc c'est ce qui nous a motivé à développer un dispositif dit stéréophotogrammétrie time-lapse. Alors ce dispositif, il est composé de 2 appareils photo fixes, autonomes en énergie, qui enregistrent des séries d'images de façon automatique. Éventuellement, cela peut être autonome en transmission si le réseau 3G le permet. Donc ce dispositif, il a été installé sur 2 sites d'études avant la thèse, avant le début de la thèse. Le premier site, il s'agit du glacier rocheux du Loricha, situé dans le massif des Écrins. Donc le dispositif est composé de 2 appareils réflexes Nikon D800 et puis une focale de 85 mm avec une distance au glacier de l'ordre de 500 mètres et une taille de pixels au sol de l'ordre de 2,5 cm. Donc la vitesse de ce glacier, elle est de l'ordre de 1 mètre par an. Le second site d'étude, le glacier d'Argentière, situé dans le massif du Mont Blanc, donc là il a été instrumenté avec un dispositif similaire, une focale plus courte, 50 mm, et une distance plus importante au glacier, 1 km. Et donc il en découle une résolution plus faible avec une taille de pixels. Un pixel représente environ 12 cm. Par contre, on a des vitesses beaucoup plus importantes. Pendant la période de mesure et sur la zone couverte par les appareils photo, des vitesses de l'ordre de 60 mètres par an. Donc ces glaciers, enfin ces sites d'études ont été choisis pas forcément pour des enjeux, pour répondre à des enjeux particuliers, mais plus parce qu'il s'agit de sites étudiés depuis de nombreuses années, pour lesquels on possède un certain recul
et une grande quantité de données. Donc, si on fait le cadre idéal pour tester des nouvelles méthodes. Et d'un point de vue de développement de ces méthodes, ce sont deux sites avec, comme je l'ai présenté, des dynamiques différentes et puis des aspects différents entre la surface très rugueuse du glacier rocheux et la surface ici du glacier d'Argentière. Donc finalement, dans cette thèse, on a essayé d'adresser un certain nombre de questions scientifiques. Donc déjà, comment traiter les paires d'images issues du dispositif pour obtenir de l'information métrique sur les déplacements. Donc comment mesurer un champ de déplacement tridimensionnel et, et obtenir des modèles 3D de la surface. Ensuite, comment on va combiner entre ces champs de déplacement pour arriver à produire des séries temporelles du déplacement des glaciers dans le temps. Et enfin, quelles sont les précisions atteignables avec le dispositif et comment cela se compare aux résultats obtenus avec les méthodes plus classiques que je vous ai présentées avant. Et enfin, quel est l'intérêt du dispositif et les limitations pour de potentielles applications. Donc tout d'abord, je vais présenter la chaîne de traitement pour valoriser nos images. Donc les images, c'est vraiment la donnée brute issue du dispositif, avec ici un time-lapse de 8 images au cours de l'été et l'automne 2018 sur le glacier rocheux du Loricha, où si on zoome sur une partie, on perçoit le déplacement du glacier. Ici, un résultat similaire, la même chose sur Argentière, avec plus d'images, 140 images, au cours de l'été et automne, où là, malgré les changements de luminosité, on perçoit là aussi le déplacement et l'abaissement de la surface du glacier. Donc finalement, pour simplifier, si on prend les prises de vue prises par un seul appareil, à deux instants donnés, avec des méthodes classiques de vision par ordinateur, de flux optique, on peut calculer les déplacements pixéliques entre ces deux images. Donc c'est le champ de déplacement qui est présenté ici. Mais on voit que ce n'est pas un champ de déplacement mis à l'échelle. Et surtout, il souffre d'un effet de perspective, puisque ce qui est proche de la caméra apparaît avec un mouvement plus important que ce qui est en éloigné. Mais parallèlement à ça, à chacun des instants, on a une deuxième vue de la surface d'étude, provenant du deuxième appareil photo. Et là aussi, avec des méthodes de vision par ordinateur, on est capable, si les caméras sont calibrées, d'appareiller des pixels entre les deux vues et de les trianguler dans l'espace pour obtenir des modèles 3D de la surface. Et donc, finalement, en projetant ce champ de déplacement pixélique sur ces modèles 3D, on obtient un champ de déplacement métrique. Et si le dispositif est géoréférencé, on peut l'afficher par exemple ici en haut sur une vue du dessus ou directement dans les images. Et donc, pour rappel, voilà le champ de déplacement pixélique que l'on avait initialement. Donc, on voit bien que l'effet de perspective est retiré et que le déplacement est mis à l'échelle, avec un déplacement plus important au centre du glacier que sur ses bords. Alors, comme je l'ai dit, pour réaliser les modèles 3D à partir des deux vues des appareils photo, il faut que les caméras sont calibrées. Donc là, on a proposé une calibration en 3 temps. La première étape, elle vise à déterminer les paramètres intrinsèques des appareils photo, c'est-à-dire les paramètres qui vont nous permettre de projeter un point de l'espace vers le plan image. Donc ces paramètres intrinsèques, ce sont la distance focale, la position du centre optique et les paramètres de distorsion. Donc une première méthode très simple qui ne demande pas d'expertise lors de l'installation du matériel, c'est de directement lire ces données dans les fiches techniques du matériel ou dans les métadonnées des images, les EXIF. Ou alors, dans le cas où l'installation peut être un peu plus expertisée, à partir d'un ajustement de faisceau,
on peut revenir à ces paramètres. Donc ça consiste à prendre plusieurs images depuis des points de vue différents de la surface d'étude pour ensuite estimer ces paramètres à partir de correspondances entre des pixels selon les différentes vues. La seconde étape, elle vise à caler la géométrie relative des appareils photo l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire comment un appareil photo est orienté par rapport à l'autre. Donc cette étape, elle se base par l'estimation de la matrice dite essentielle, qui peut être déterminée uniquement à l'aide de correspondances entre les pixels des deux vues. Enfin, la dernière étape, le géoréférencement, qui permet de savoir comment le dispositif stéréo timelapse est positionné et orienté par rapport à un système géographique donné. Donc pour cela, on a besoin de points dans les images, donc on connaît les coordonnées 3D, donc au moins 3 points. Et donc ça peut être des cibles temporaires ou permanentes dont la position a été mesurée par exemple à l'aide de GPS. Ensuite, la question c'est est-ce que cette calibration elle reste valide au cours du temps? La réponse est non, puisque si on prend deux images prises par le même appareil photo mais à des temps différents et qu'on calcule juste le déplacement en pixels entre ces deux images, on obtient un résultat par exemple comme celui-ci, et si on zoome sur des zones que l'on sait être fixes, on voit qu'on mesure un certain déplacement. En fait, ce déplacement il est dû à des légers mouvements de la caméra, probablement dû à des dilatations thermiques à la fois de la caméra elle-même ou du support sur lequel la caméra est fixée. Donc on propose de venir corriger ces mouvements de la caméra en masquant, en utilisant uniquement les déplacements sur les zones fixes pour estimer un modèle mathématique basé sur l'homographie qui va nous permettre de recaler les images et corriger ce mouvement de la caméra. Et donc suite à cette opération, on obtient le résultat là tout à fait à droite, où on mesure bien un champ de déplacement uniquement sur le glacier et sur les zones fixes, un déplacement qui est limité. Donc finalement, la stratégie qui a été retenue, c'est de choisir une paire d'images dites de référence sur laquelle on va effectuer la calibration, et puis recaler l'ensemble des images sur cette paire de référence. Ainsi, on effectue une seule fois la calibration et on s'assure que la calibration est partagée par l'ensemble des images. Donc finalement, avec ces méthodes, voilà le type de résultat que l'on peut obtenir. Alors ici, vous avez une image qui est fixe et un champ de déplacement qui s'incrémente, puisqu'il s'agit des déplacements réalisés avec une même image de référence, par exemple située en début de saison, et puis des images situées 10, 20 jours plus tard et jusqu'à 70 jours plus tard, donc sur le glacier rocheux du Lorechar. Et la même chose sur le glacier d'Argentière, avec là, pareil, une image de référence et des déplacements 2 jours, 4 jours et jusqu'à 20 jours plus tard. Donc finalement, on voit qu'avec ces méthodes, on répond déjà à une première partie du cahier des charges initial, qui est d'avoir une méthode de suivi avec un bon échantillonnage spatial, puisque on obtient des modèles numériques de terrain de la surface avec des points tous les quelques centimètres, et puis des champs de déplacement sur l'ensemble du glacier. Donc maintenant, on va voir comment on va pouvoir combiner entre eux ces champs de déplacement pour arriver à construire des séries temporelles du déplacement du glacier au cours du temps. Donc on va plus s'intéresser uniquement à l'ensemble du champ de vecteurs déplacement, mais seulement à des petites zones sur le glacier sur lesquelles on vient moyenner les vecteurs pour ensuite essayer de construire ces séries temporelles. Donc une méthode très simple pour construire une série temporelle, c'est l'approche dite Common Master, qui vise à choisir une image de référence et calculer les déplacements avec toutes les autres images, un petit peu comme les animations que je vous ai présentées juste avant. Et donc là, par exemple, ça peut permettre de construire la série temporelle des déplacements selon la composante verticale du glacier, avec le glacier qui va s'abaisser au cours du temps.
Le problème de cette méthode, c'est que très peu de couples entre les images sont utilisés pour calculer la série temporelle. Donc là, par exemple, le déplacement entre l'image 2 et 3 n'intervient pas pour le calcul de cette série. Donc c'est pour ça qu'on a proposé une nouvelle méthode pour exploiter au mieux la redondance entre les différents couples. Et donc la méthode que l'on a proposée, elle se base sur l'observation suivante, c'est que si on prend une nouvelle image de référence et qu'on fait une nouvelle série Common Master, on va obtenir une nouvelle série temporelle de déplacement relatif. Et ce qu'on voit, c'est que ces deux séries temporelles de déplacement relatif, elles sont égales à une constante près, finalement, qui correspond au déplacement entre les deux dates de référence des deux séries. Si on prend une troisième image de référence et qu'on calcule une troisième série temporelle de déplacement relatif, on a exactement la même observation, et ce, finalement, pour n'importe quelle image de référence dans la série. Donc, finalement, la méthode que l'on propose, elle se base d'abord sur une étape de consolidation qui vise à choisir une des séries temporelles comme une série de référence, et venir estimer les offsets à corriger ces autres séries de ces offsets pour obtenir finalement à chaque date n mesures du déplacement, n provenant du nombre de séries temporelles consolidées. Et donc ensuite on peut par exemple calculer des statistiques à chaque date et par exemple retenir uniquement la médiane pour obtenir une seule mesure à chaque date. Donc la méthode complète, la voici. Donc on part d'un set de déplacements mesurés initialement, donc le maximum de combinaisons possibles entre toutes les images. On réalise l'étape de consolidation, on calcule les statistiques, ce qui vont nous permettre de détecter des éventuels outliers dans le set de départ, qu'on va pouvoir venir retirer du set initial. Parce qu'on a l'intuition derrière cela que ces outliers, ils ont contribué négativement lors de l'estimation des offsets entre les séries, et donc ils ont conduit à une série consolidée avec plus de dispersion. Donc, on vient les retirer du set de départ, et on recommence une étape de consolidation et de statistiques pour finalement conserver uniquement la médiane. Donc le gros atout de cette méthode, c'est à la fin, pour chaque date, d'avoir une indication de la dispersion de nos mesures. Donc cette méthode, on l'a appelée Median of Multiple Common Master Series, donc MMCMS. Cette méthode, elle reste valide lorsqu'on est capable de calculer des déplacements entre toutes les images de notre série, notamment entre, par exemple, la première et la dernière image. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours possible en pratique. Par exemple, sur le glacier d'Argentière, du fait de la fonte en surface, l'aspect change trop au cours du temps, donc on n'est plus capable de calculer des déplacements entre une image prise au début de l'été et une image prise à l'automne. Donc c'est pour cela qu'on a proposé une extension de notre méthode que l'on a appelée Sliding MMCMS, donc SMMCMS. Avec ici, donc par exemple, on est capable uniquement de calculer des déplacements entre des images séparées de 4 pas de temps. Donc sur ces 4 pas de temps, on va réaliser une première procédure MMCMS. On va obtenir une série temporelle de déplacement. Et puis on va glisser d'un pas de temps et réaliser à nouveau une procédure MMCMS. Et donc là, on obtient une nouvelle série temporelle de déplacement relatif, mais pas relatif à la même date que la première série. Et donc finalement, on va pouvoir à nouveau estimer l'offset entre les deux, le corriger, et finalement incrémenter notre série temporelle de déplacement. Et donc au final, on passe au pas de temps suivant, on réalise exactement la même chose. Et donc petit à petit, on vient construire une série temporelle de déplacement relatifs complète. Donc finalement, avec les méthodes de la première partie et ces méthodes de redondance temporelle, on adresse à la fois le bon échantillonnage spatial et temporel. Et donc la question qui se pose, c'est
quels est finalement les résultats et la précision atteignables avec toutes ces méthodes. Donc, on a réalisé un certain nombre de comparaisons, déjà dans un premier temps, de comparaisons à d'autres moyens de mesure sur différentes étapes intermédiaires du traitement. Avec, par exemple, ici, uniquement dans le cas de l'Orisha, une évaluation des modèles 3D produits par le dispositif, en les comparant à celui obtenu à l'aide d'un levé LIDAR. Et donc, vous avez en haut la carte de ces différences entre ces deux modèles, donc une différence moyenne de 20 cm, et en bas, un profil situé sur le front du glacier. Et donc, essentiellement sur ce profil, on voit que le nuage stéréo est plus bruité que le LIDAR, et on perçoit aussi peut-être des effets de problèmes de géoréférencement et d'alignement entre les deux modèles. La seconde comparaison, ça a été de comparer les champs de vecteurs déplacement obtenus à l'aide de notre dispositif à ceux mesurés ponctuellement à l'aide de GPS. Alors ici, les résultats présentés sur argentière. En couleur de fond, vous avez le déplacement mesuré par le dispositif. Et puis les gros points de couleur, ce sont des mesures de déplacement de balises d'ablation dont la position a été relevée à l'aide de GPS. Alors si on regarde la norme du déplacement, on se rend compte que la distribution spatiale des déplacements n'est pas la même entre les deux moyens de mesure. Notamment, le dispositif timelapse mesure les déplacements plus importants au centre du glacier. Et donc, pour comprendre d'où ça vient, on va décomposer le déplacement en ces trois composantes. Donc, si on regarde là la composante du déplacement selon l'altitude, on voit que la distribution spatiale des deux moyens de mesure est bien conservée. Si on regarde le déplacement vers l'est, là aussi, la distribution spatiale correspond entre les deux moyens de mesure. Mais par contre, si on regarde la composante du déplacement vers le nord, on se rend compte que c'est là qu'on introduit de l'erreur, puisqu'on a un champ qui est beaucoup plus bruité, un champ de déplacement beaucoup plus bruité, et qui ne correspond pas à celui mesuré par les GPS. Alors cela s'explique très bien par le fait que finalement la composante nord, c'est l'axe de visée des appareils photo est quasiment exclusivement orienté selon cette composante. Et c'est dans cet axe de visée qu'on a le plus d'erreurs dans nos chaînes de traitement. C'est là où on a le processus de triangulation qui est le plus incertain. Sinon, sur les autres composantes, altitude et en est, on a des différences entre les deux moyens de mesure qui sont de l'ordre de la précision des mesures GPS, donc en dessous autour ou en dessous de 10 cm. Enfin, pour ce qui est des comparaisons, on a pu comparer directement les séries temporelles de déplacement après les étapes de consolidation à des mesures de GPS permanents installées ici uniquement à la surface du glacier d'Argentière, avec là aussi, donc ici dans le tableau, vous présentez l'erreur quadratique moyenne entre les deux moyens de mesure, et on retrouve cette différence entre les composantes est et nord. On a aussi mis en place un certain nombre de critères d'auto-évaluation sur les différentes étapes du traitement. Par exemple, en regardant le déplacement sur les zones fixes après l'étape de recalage, avec ici les distributions de ce déplacement selon les deux composantes de l'image, donc avec un écart type de l'ordre d'un tiers de pixels. On a pu aussi évaluer le dispositif complet en mesurant les déplacements sur des zones que l'on sait être fixes, avec ici un résultat sur le glacier de l'Orisha. Donc deux zones fixes de validation avec en moyenne un déplacement de l'ordre de 1,4 cm.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la zone qui produit finalement sur laquelle on mesure le déplacement le plus important, c'est la zone la plus proche, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et cela va très bien s'expliquer par cet autre critère d'auto-évaluation, qui est finalement la dispersion de nos modèles 3D au cours du temps, notamment la dispersion de nos cartes de profondeur. Donc ici, une vue du glacier du Lac-Richard depuis un des appareils photo qui présente cette carte de dispersion des cartes de profondeur. Et donc, ce que l'on voit, c'est que les zones où la surface d'étude est perpendiculaire à l'axe de visée des appareils photo, c'est là où on mesure le moins de dispersion, donc même de l'ordre de 1 mm. Par contre, lorsque la surface est tangente et plus tangente à l'axe de visée des appareils photo, là on peut avoir des dispersions de 10 cm voire plus. Ce qui peut expliquer le phénomène montré juste avant, où la zone qui était plus proche ici, donc un peu plus tangente, comparée à la zone en haut qui est perpendiculaire à l'axe de visée des appareils photo. Donc ça explique pourquoi on mesure un déplacement plus important sur cette zone-là. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, les méthodes de redondance temporelle, elles donnent à chaque date une indication de la dispersion de nos mesures. Donc ici, c'est sur une zone du glacier rocheux du Lac-Richard, l'évolution de l'écart-type de chacune des mesures à chacun des pas de temps au cours du temps. Et donc ici, pour la même chose, mais pour un ensemble de zones réparties sur le glacier, avec en moyenne une dispersion de l'ordre de 7,4 mm dans le cas du glacier rocheux du Lac-Richard, et 2 cm à 4 cm selon les composantes, là aussi, sur le glacier d'Argentière. Donc, finalement, quelles sont les applications rendues possibles par ce dispositif sur les sites d'études? Tout d'abord, sur le glacier rocheux du Lac-Richard. Alors, sur le glacier rocheux du Lac-Richard, comme j'ai présenté au début, son suivi spatialisé des déplacements en interannuel était jusqu'à maintenant réalisé à l'aide de corrélations de modèles 3D acquis par LIDAR. Et donc, on a montré qu'avec le dispositif StereoTimeLapse, on était capable de produire des résultats similaires en termes de précision, mais avec le gros avantage que le dispositif est installé de façon pérenne sur le site d'études, et donc ne nécessite pas, avec cette nouvelle méthode, ne nécessite pas d'intervention sur le terrain. Pour ce qui est du suivi intra-annuel du glacier, on s'est, au premier ordre, finalement, le glacier rocheux du Lac-Richard a une vitesse constante entre 1 à 4 mm par jour, dépendant des zones. Donc on s'est intéressé aux variations, aux écarts à ce déplacement à vitesse constante du glacier. C'est ce qui est présenté ici pour un certain nombre de zones à la surface du glacier. Donc même si on mesure, si on sent qu'il y a une certaine corrélation entre les différentes zones, il est intéressant de placer quelques marqueurs sur ce graphe. Ici, vous avez en moyenne la taille représentée par un demi-pixel. Donc les variations, elles sont inférieures au demi-pixel. Et ici est représenté l'écart-type moyen des mesures mesurées après les étapes de consolidation. Donc finalement, toutes les variations que l'on observe sur le glacier sont à l'intérieur de ces bornes. Donc il est difficile de conclure d'avoir une interprétation physique de ces résultats. Mais par contre, ce qu'on mesure de dire, c'est que du fait des indicateurs, notamment de l'écart-type de dispersion de nos mesures après redondance temporelle, si le glacier venait, par exemple, à doubler de vitesse, et donc passer au-dessus de ces bords, on serait capable de détecter avec le dispositif.
Non, sur le glacier d'Argentière. Alors, sur le glacier d'Argentière, déjà, le suivi spatialisé intra-annuel du glacier ouvre un certain nombre, enfin un grand nombre d'applications possibles. On a décidé de se focaliser sur une application qui est le calcul du bilan de masse du glacier au pas de temps journalier. Alors, quelques notions très simples de glaciologie pour commencer. Le bilan de masse ici en zone d'ablation pendant l'été, de manière classique, il est mesuré à l'aide de balises d'ablation qui sont ancrées à l'intérieur du glacier. Et donc la hauteur enfouie est mesurée au cours du temps. Et c'est cette différence de hauteur qui donne directement le bilan de masse. Voilà, la quantité de glace perdue. Il existe une autre équation pour remonter au bilan de masse, qui est celle-ci, qui lie delta H, la variation d'altitude de la surface, au bilan de masse, à WS, la vitesse verticale interne du glacier, et à VS tangente alpha, qui est le déplacement horizontal du glacier selon une certaine pente alpha. Et donc, nous, avec le dispositif StereoTimeLapse, on ne s'intéresse plus au suivi de balises d'ablation, mais par exemple à des cailloux posés à la surface du glacier que l'on va être capable de mesurer leur déplacement au cours du temps. On mesure le déplacement VP de ces objets posés à la surface. Donc, par décomposition, on peut directement remonter au déplacement, à la composante horizontale du déplacement VS, qui intervient dans l'équation du bilan de masse. À l'aide des modèles 3D, on peut déterminer la pente locale du glacier alpha. Donc, on a une mesure de VS tangente alpha. Et par soustraction de la composante verticale, on obtient une mesure de la variation d'altitude delta H de la surface. Donc finalement, dans cette équation, il n'y a que WS dont on n'est pas capable de mesurer avec le dispositif StereoTimeLapse, puisque WS, qui correspond donc à la variation, à la vitesse verticale interne du glacier, ne peut être mesuré qu'à l'aide de mesures intrusives. C'est pour cela qu'on a proposé de coupler les données StereoTimeLapse à des données de GPS permanents installés sur des pieux à la surface du glacier d'Argentière, qui mesurent, dont la composante Z du déplacement mesure directement ce déplacement vertical. Et donc en couplant ces données, on a toutes les données nécessaires pour calculer le bilan de masse, avec ici donc en bleu le bilan de masse, et en nuance de vert tout ce qui est mesurable à l'aide du dispositif StereoTimeLapse, et en rouge ce qui est mesuré uniquement par des méthodes intrusives. Donc ce qu'on a montré, c'est que dans le cadre du glacier d'Argentière, 80% du bilan de masse peut s'expliquer par des mesures issues de notre dispositif, et uniquement 20% demandent des mesures intrusives. Si on s'intéresse aux variations, aux vitesses et aux variations au cours du temps de toutes ces quantités, on a à peu près la même répartition 80-20. Donc finalement, pour conclure, les apports de la thèse, donc déjà dans un premier temps, un agencement de méthodes permettant de calculer des modèles 3D et des champs de déplacement de la surface. Des méthodes originales de consolidation temporelle pour obtenir des séries temporelles de déplacement. Donc ces deux ensembles forment une chaîne de traitement automatique permettant de réaliser le suivi des mouvements de versant avec un bon échantillonnage spatial et temporel. Un certain nombre d'éléments de validation, par comparaison à d'autres moyens de mesure ou par des critères d'auto-évaluation. Et puis
une proposition d'application directe des méthodes au calcul du bilan de masse au pas de temps journalier du glacier d'Argentière. Donc tout cela, ça a nécessité des temps de calcul très importants pour tester les méthodes et acquérir des résultats. Un travail de terrain là aussi important pour à la fois maintenir le dispositif, mais aussi acquérir d'autres données comparatives. Et puis, ça a conduit à la rédaction et à la publication d'articles. Donc, 3 articles publiés dans des conférences avec le comité de lecture, et puis un article soumis à la revue G-STARS. Donc, pour résumer, les avantages et limitations du dispositif. Donc, on respecte bien l'objectif fixé d'avoir une haute résolution spatio-temporelle du suivi des déplacements des glaciers, des calculs automatisés qui nécessitent une intervention sur le terrain qui est réduite, un dispositif non intrusif, un prix qui est plus compétitif, par exemple, que l'utilisation de LIDAR. Et puis l'avantage lorsque l'on travaille avec de la photo, c'est la possibilité d'effectuer du lever de doute ou de la photo-interprétation en allant directement expertiser manuellement les images. Et enfin, on peut aussi tirer de façon automatique d'autres informations des images. On pourrait par exemple s'intéresser à l'évolution de la couverture neigeuse des glaciers en détectant la présence de neige de façon automatique dans les images. En termes de limitation, une couverture partielle des objets d'étude, puisque dans le cas, par exemple, d'Argentière, on voit uniquement une petite partie du glacier. Une période de mesure qui est aussi là réduite, puisque dès qu'il y a de la neige à la surface du site d'étude, on n'est plus capable de réaliser des mesures. Et puis, une installation du matériel sur le terrain qui peut être compliquée selon les sites. Et surtout, la précision des résultats que l'on va pouvoir obtenir va dépendre de l'implantation et de la géométrie de l'implantation des appareils. Et puis, des temps de calcul importants qui demandent des machines de calcul dédiées. Donc, quelques perspectives à ce travail. Les méthodes de calcul de déplacement pourraient être améliorées en utilisant des nouvelles méthodes de flow de scène qui tirent mieux parti de la redondance d'informations entre les vues gauche et droite des appareils photo. Aussi, une régularisation temporelle des cartes de profondeur pourrait permettre d'améliorer les résultats, puisque l'on voit que c'est ici qu'on introduit le plus d'erreurs dans nos mesures. Et puis, quelque chose que j'ai commencé de regarder, mais qui devrait être approfondi, c'est un outil d'aide à l'instrumentation d'un nouveau site, qui permettrait pour un nouveau site d'arriver à déterminer les positions optimales des appareils photo afin de suivre au mieux le mouvement que l'on souhaite étudier et avoir une idée de la précision a priori que l'on pourrait atteindre avec une configuration de vue. En termes d'application, on a produit des nouveaux jeux de données avec des champs de déplacement et des modèles numériques de terrain de la surface d'étude sur les sites qui pourraient être utilisés pour, par exemple, valider des nouvelles méthodes, notamment par exemple en satellitaire. Le suivi pérenne des sites d'études pourrait permettre d'améliorer encore la connaissance sur la dynamique des deux glaciers. Et puis, on peut imaginer appliquer le dispositif au suivi d'autres sites, alors avec des dynamiques similaires, mais des enjeux différents. On voit que comme les méthodes sur les deux sites, Argentière et Le Richard, sont les mêmes, on n'a pas trop
les méthodes devraient bien s'adapter, par exemple, au suivi de glissement de terrain. Et puis, ça pourrait aussi servir à suivre d'autres sites qui ont des dynamiques pour le coup différentes. Et là, ça nécessiterait peut-être des adaptations de la chaîne de traitement. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont aidé et contribué à ce travail, notamment pour le travail de terrain qui a été réalisé, mais aussi le partage des différentes données utilisées dans cette thèse. Merci.